Toutes et à tous, bienvenue dans ce 218e briefing. Alors donc, dans un décor un petit peu différent, comme vous pouvez le voir, parce que notre grande salle est occupée. On va avoir aujourd'hui, comme d'habitude, simplement Igor, parce que notre Arnaud est toujours dans son grande tournée des conférences et donc on reviendra la semaine prochaine. Donc, on va appeler directement Igor. D'ailleurs, j'imagine qu'il va commencer comme d'habitude par la partie russe. Et ensuite, on aura donc la partie internationale. Donc, voilà. Igor, si tu nous entends, c'est à toi. Oui, je vous entends très bien. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Alors, pas comme d'habitude, puisque je vais commencer par la politique étrangère avec la principale nouvelle que personne n'a pu louper ces dernières 24 heures, pour ne pas dire plus. Eh bien, c'est l'élection de Donald Trump et donc la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris et la perception depuis Moscou de cette victoire et finalement, qu'est-ce qu'on peut en attendre à ce stade, tout du moins, de l'élection du président élu, comme on dit aux États-Unis, qui ne rentrera donc en fonction que le 20 janvier, donc de mémoire. Alors, tout d'abord, peut-être commencer à rappeler que le Donald Trump n'était officiellement pas donné, comment dirais-je, comme étant le candidat préféré du Kremlin. Je rappelle que Vladimir Poutine avait été interrogé sur la question cet été et avait déclaré d'un air certes un petit peu narquois et sur un ton un petit peu ironique que le candidat préféré était Joe Biden, puisqu'à l'époque c'était Joe Biden qui était en lice pour les démocrates. Euh, Donald Trump l'a emporté, il l'a emporté haut la main. Quelles sont les réactions à Moscou? Pour l'instant, je dirais que c'est de l'attentisme et une satisfaction, mais une prudente satisfaction. Alors, satisfaction surtout, à mon avis, parce que les démocrates sont battus. Pas tant parce que Trump est élu, mais surtout parce que Kamala Harris et l'administration démocrate sortante est battue. Les réactions officielles, il y en a déjà eu quelques-unes. Alors, tout d'abord, Vladimir Poutine, en tout cas à cette heure-ci, n'a toujours pas félicité Trump pour sa victoire. Il y a néanmoins eu d'autres réactions. Alors, du côté du Kremlin, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a eu des déclarations assez prudentes en expliquant que il faudrait attendre l'entrée en fonction de Donald Trump pour pouvoir juger sur pièce, en quelque sorte, hein, de pouvoir voir quelles seraient les premières décisions prises par le président et les déclarations qu'il ferait. Donc, pour l'instant, l'observation, de l'attentisme. Il y a également eu la réaction de Dmitri Medvedev, donc ancien président, ancien Premier ministre, actuel secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Fédération, qui a fait un post sur X pour expliquer eh bien, que les objectifs de l'opération spéciale demeurent inchangés et seront atteints, quel que soit finalement le résultat de cette élection, hein, mais avec auparavant une phrase qui n'était évidemment pas tendre pour Madame Kamala Harris. Du côté du MID, même déclaration, l'opération spéciale va continuer, mais les diplomates se déclarent évidemment prêts à travailler avec la nouvelle administration américaine sur la base, je cite, de la défense rigoureuse des intérêts nationaux. Et puis une autre déclaration, celle de Valentina Matvienko, la porte-parole du Conseil de la Fédération, à la Chambre haute du Parlement russe, qui, elle aussi, s'est déclarée prête, en tout cas déclaré que la Russie était prête au dialogue avec Washington, y compris sur les questions de sécurité internationale. Donc voilà pour les quelques réactions officielles, je dirais, qu'on pouvait lire ces dernières heures. Alors, c'est sûr, c'est que l'arrivée de Trump, ou le retour de Trump à la Maison-Blanche, est en théorie susceptible de marquer un tournant dans le conflit en Ukraine. Je rappelle que lors de la campagne, aussi bien le candidat Trump que son colistier, monsieur Vance, c'était quand même avait abordé le sujet et avait esquissé entre guillemets des plans, ce qui pourrait se rapporter à des plans pour mettre fin à la cessation des hostilités.
Et lorsqu'on regardait un peu ce qui était proposé par l'équipe de Trump concernant évidemment les combats en Ukraine, eh bien les conditions qui étaient proposées ou les suggestions qui étaient avancées se rapprochaient globalement, peu ou prou, de ce que demandent les Russes, avec quand même quelques nuances, mais évidemment des conditions qui sont très largement défavorables euh, aux Ukrainiens. Monsieur Vance, par exemple, avait expliqué que l'objectif était de geler les combats le long de la ligne de contact, le front, d'introduire, de créer une zone démilitarisée et que l'Ukraine renonce à toute ambition d'entrer dans l'OTAN, en contrepartie de quoi elle recevrait des garanties concernant sa souveraineté, enfin, sur le reste du territoire qu'elle contrôle. Donc là, il n'était pas question, évidemment, d'être dans une logique qui était celle des démocrates, de donner à l'Ukraine les moyens d'être dans une position la plus favorable possible pour aborder des discussions avec les Russes, c'est-à-dire une situation sur le champ de bataille qui soit la plus à l'avantage de l'Ukraine, la reprise de contrôle des territoires, tout ceci, en fait, désormais et semble abandonné, même avant le résultat d'avant-hier ou de hier, comme on veut. On comprenait que c'était plus nécessairement un objectif réaliste, hein. On vous a quand même, au cours des dernières semaines, dans ces briefings, évoqué les différentes articles, les différentes manchettes de la grande presse fédérale américaine et des grands titres anglo-saxons, qui sont quand même extrêmement réservé, pour ne pas dire pessimiste, sur l'avenir de ce conflit pour l'Ukraine. Bon, donc ce n'était plus forcément l'option la plus réaliste privilégiée, mais néanmoins, les solutions sont désormais qui s'esquissent et qui sont, comment dirais-je, assumées maintenant un peu au niveau de l'État aux États-Unis, sont évidemment négatives. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Russes vont tout de suite se ruer sur la première proposition américaine? Je ne pense pas, je pense pas, je pense que même en réalité, pour l'instant, du point de vue des Russes, plus cette proposition comment dirais-je, de trouver une solution à la fin du conflit, proposition américaine arrivera longtemps, mieux ce sera. Arrivera dans longtemps, mieux ce sera. Pourquoi? Parce que sur le champ de bataille aujourd'hui, la dynamique est quand même assez largement en faveur de l'armée russe. On a pris parti dans ces briefings de ne pas rentrer dans le détail du déroulé des opérations militaires, donc je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, suivant les portions du front que vous considérez, l'armée russe avance de 1 à 2, voire plus 3 kilomètres par jour. Donc il y a quand même une dynamique qui lui est favorable, ce qui n'incitera pas, à mon avis, la direction russe à s'engager immédiatement dans des pourparlers pour geler les combats. Et le deuxième élément, c'est que les propositions a priori formulées par l'administration Trump, mais qui n'a pas encore entré en fonction, même si Trump avait dit qu'il réglerait le conflit en 24 heures, évidemment, on a compris que c'était pas quelque chose qui était réaliste. Eh bien, à savoir que l'Ukraine gèle toute idée, enfin que l'idée d'une Ukraine dans l'OTAN soit complètement mise sous le boisseau pendant 20 ans, qu'il y ait un gel le long des combats, le long du front, qui est une zone démilitarisée dont on ne comprend pas très bien par qui elle sera gardée ou observée, qui jouera le rôle de force d'interposition. Bon, tout ceci, à ce stade en tout cas de ce que l'on croit comprendre, sonne plutôt comme des demi-victoires pour la Russie plus qu'autre chose. Et quand on se souvient que l'idée, c'est officiellement, toujours, tout du moins, hein, de mettre en gros un régime plutôt ami à Kiev plus qu'autre chose, même si aujourd'hui, ça ne semble pas tout à fait réaliste, mais que c'est le scénario maximum qui était à l'origine imaginé. Bon, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de la côté des Russes eh bien, de se précipiter à la table des négociations et de regarder où est-ce qu'on signe. A priori, je pense que du côté de la direction russe, on espère que l'initiative américaine arrivera le plus tard possible. On peut imaginer un scénario intermédiaire où finalement les protagonistes discutent de mesures à prendre sur des dossiers très précis, par exemple les infrastructures énergétiques, hein, c'est un sujet qui a déjà été évoqué récemment, qui a été mis sur la table par Monsieur Zelensky et qui expliquait que il y avait déjà des contacts en fait informels entre Russes et Ukrainiens par l'entremise du Qatar pour sanctuariser les infrastructures énergétiques de part et d'autre de la ligne de contact, hein, afin qu'elles ne soient plus soumises au bombardement, et que ça pourrait être un premier pas vers une désescalade. Il y a aussi eu l'idée évoquée par Vladimir Poutine
à Kazan il y a quelques jours de réactiver le deal céréalier. Donc on pourrait imaginer des progressions sur des dossiers comme ça en vue d'arriver à une forme de désescalade, en quelque sorte. Euh, pour lesquels Donald Trump essaierait de jouer le grand rôle, hein, parce que évidemment, il serait celui qui arriverait à se faire parler les belligérants, celui qui arriverait à faire signer quelque chose et essaierait d'en retirer tout le, comment dirais, tout le crédit, tout le capital politique qu'on peut imaginer, et puis ensuite laisserait pourrir un peu la situation en passant à autre chose, alors que sur le terrain, en réalité, sur le fond, rien n'est véritablement réglé. C'est une espèce de scénario intermédiaire qu'on peut pas exclure. Enfin, concernant les sanctions, je pense qu'à Moscou, il n'y a pas vraiment d'illusion sur ce qui va devenir des sanctions. Il me semble que les Russes partent du principe que, au fond, elles vont rester et qu'elles vont rester encore longtemps, même si, dans les conditions officiellement, je dirais, énumérées par Vladimir Poutine cet été, il était indiqué que la levée intégrale des sanctions faisait partie des choses exigées par la Russie. On comprend que c'est une posture de négociation, il ne peut pas en être autrement, hein. Mais en pratique, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde qui croit que ces sanctions seront levées intégralement et rapidement. D'autant plus que, souvenez-vous, lors de la précédente mandature de Donald Trump, son administration ne s'était pas ménagée. Il avait pris des sanctions quand même extrêmement violentes contre la Russie, hein, avant même l'éclatement de l'opération spéciale, hein. On se souvient de la loi de Katsa, qui était extrêmement violente. On se souvient de la guerre contre Roussal. On se souvient de tous les efforts déployés par l'administration américaine pour entraver l'aboutissement du chantier du Nord Stream 2, hein. Souvenez-vous du feuilleton des sanctions qui s'accumulaient parce que Trump ne voulait pas de ce gazoduc et ce qui avait dissuadé une société suisse qui s'occupait de poser les pipes sous l'eau de continuer le chantier. Les Russes avaient dû faire venir un bateau de l'autre bout de la planète quasiment pour terminer le chantier. Bref, le track record de Trump en la matière était quand même extrêmement négatif et donc il est peu probable que sous un coup de baguette magique, il décide de lever les sanctions par philanthropie ou que sais-je. Donc, a priori, ce sont des choses qui, à mon avis, ne sont pas forcément envisagées dans l'immédiat à Moscou. Toujours sur la partie relations internationales, un petit point sur ce qui se dit ou ce qui se lit au sujet des combattants nord-coréens, puisque il y avait cette semaine la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères qui était en visite à Moscou. Elle a rencontré Vladimir Poutine notamment. Il y a eu des déclarations assez intéressante. Elle a expliqué que son pays soutiendrait la Russie, je cite, dans sa guerre sainte en Ukraine, je cite, jusqu'au jour de la victoire. Le New York Times a rapporté que les autorités américaines essayaient de convaincre les autorités chinoises de faire pression sur Pyongyang pour que cette coopération russo-nord-coréenne cesse. Les services sud-coréens qui égrènent certaines informations depuis maintenant 15 jours, 3 semaines sur ce dossier des combattants nord-coréens expliquent qu'il y a déjà des contreparties qui seraient évidemment, comment dirais-je, sur la table. La Corée du Nord aurait reçu plusieurs centaines de milliers de tonnes de riz. Il y aurait des technologies pour le secteur spatial qui auraient déjà été transférer tout du moins des facilités que les Russes auraient apportées aux Nord-Coréens sur le domaine du spatial et comme quoi les combattants nord-coréens toucheraient un salaire de 2 000 $ par mois, ce qui est énorme évidemment compte tenu de la situation économique de la Corée du Nord, donc un salaire de 2 000 $ par mois pour prendre part au combat et manifestement le premier contact entre les combattants nord-coréens et les forces ukrainiennes aurait déjà eu lieu dans la région de Koursk il y a quelques jours en début de semaine d'après, là aussi, la presse américaine. Voilà, Gilles, je m'arrête là pour la partie politique étrangère. On peut déjà prendre des questions, ou ensuite je peux continuer sur la partie économie. Ouais. Oui, alors il y avait un certain nombre de questions justement sur les Nord-Coréens. Donc on est content de savoir qu'un régime communiste aide la Russie dans sa guerre sainte. C'est c'est toujours Ouais, drôle à entendre en tout cas. ouais, ouais. Voilà. Mais bon, je pense que tu as balayé à peu près dans l'ensemble des questions. Alors sur Trump, est-ce que le fait que Poutine ne l'ait pas encore félicité est un signe en soi, ou est-ce que il faudrait y attacher une importance particulière? Non, un signe en soi, je ne sais pas, mais Peskov a expliqué aujourd'hui, enfin un peu plus tard dans la journée, qu'il n'était pas exclu qu'il y ait un contact téléphonique entre les deux hommes avant l'entrée en fonction officielle de Donald Trump en janvier. Donc, je pense qu'il y a déjà évidemment des contacts, que les équipes
se sont parlé. Bon, il n'y a pas eu de télégramme ou de remerciement, comment dirais-je, officiel. Peut-être que ça finira par arriver, mais je ne pense pas qu'il faille comment dire, se raccrocher à cet élément pour essayer d'en déduire des choses sur la trajectoire que vont prendre ensuite, que vont emprunter les relations entre Moscou et Washington sous la nouvelle administration Trump. Alors, on s'interroge aussi savoir est-ce qu'on a une idée qui est dans le secret des dieux forcément sur le remplaçant de Blinken. Est-ce que il y a des gens qui craignent plus que d'autres ou c'est pareil, c'est un peu indifférent? Non, il y a des noms qui circulent. Alors, ce sera pas Elon Musk ni Stormy Daniels, évidemment, mais on évoque Marco Rubio, par exemple, ou d'autres personnes. Ce qui est certain, c'est que cette administration Trump sera certainement moins dysfonctionnelle que la précédente. Souvenez-vous, la précédente était restée, comme on dit en mauvais français, sous-staffée pratiquement jusqu'à la fin de la mandature, puisque certains postes n'avaient jamais été occupés ou avaient été occupés temporairement des responsables qui n'avaient pas tenu le choc sous l'administration Trump, ou tout simplement parce que les gens ne voulaient pas aller travailler ou risquer de s'exposer dans une administration Trump. Là, les choses sont différentes puisque il a eu le temps de se préparer, il y a eu l'expérience du premier mandat. Il a remporté l'élection haut la main, contrairement à la précédent scrutin qui avait été critiqué, la soi-disant, comment dirais-je, affaire de l'ingérence russe, les tripatouillages, les choses comme ça. Là, il y a une victoire qui en fait est assez nette, même très nette. Il est en passe de remporter la Chambre des représentants. Il a déjà le Sénat, il a la Cour suprême. S'il remporte la Chambre des représentants, il a les pleins pouvoirs. Donc, je dirais que certaines personnes qui auraient pu hésiter il y a quelque temps hésiteront un peu moins, puisque le contexte n'est plus du tout le même, et surtout, l'administration démocrate sera très largement sanctionnée par les électeurs. Donc politiquement, il est moins risqué d'aller travailler dans cette administration-là que ça pouvait être il y a 6 7 ans avec le précédent mandature de Trump. Donc je pense qu'il y aura une administration moins dysfonctionnelle. Il se dit que Trump va, c'est pas surprenant, régler ses comptes avec beaucoup de monde, vu qu'il aura la Cour suprême évidemment qui est dans sa main en quelque sorte, hein. Et par conséquent, il y aurait, quand je dis ça pourquoi? Parce que ceux qui étaient considérés comme mettant des bâtons dans les roues ou ramant contre le courant, enfin, à tort ou à raison d'ailleurs, seront automatiquement écartés. Et ça va donner une impression d'une meilleure, comment dirais-je, fluidité, probablement, dans les prises de décision et dans la mise en œuvre des décisions prises qui n'avaient pas forcément lieu lors de la précédente mandature. Voilà, mais sinon, pour la composition de l'administration, le secrétariat à la défense, le secrétariat d'État, le Trésor, avec l'OFAC, hein, ça, évidemment, on va regarder dans les jours et les semaines qui viennent qui est pressenti pour faire quoi. Ce qu'on sait, c'est il est question il n'est plus question plutôt qu'il mette des proches, en tout cas qu'il implique ses proches dans des dossiers de politique étrangère. Alors là, ça touchait plutôt le Moyen-Orient, mais souvenez-vous que à l'époque de sa première mandature, eh bien son gendre Jared Kushner était en réalité celui qui menait sa politique avec Israël et le Proche-Orient. Il avait carte blanche pour entreprendre des initiatives, hein, comme par exemple les accords d'Abraham, etc. Tout ceci a été piloté en partie quand même par son gendre. Là, on croit comprendre qu'il n'associera plus ni sa fille d'ailleurs Ivanka, ni son gendre à ce à ces affaires-là. Alors, pendant toute la campagne, on l'a entendu plusieurs reprises, son côté matamor, de dire qu'en 24 heures, il réglerait le problème ukrainien avec 2 coups de fil. Quels sont en réalité ces moyens de pression, Alors, les moyens, il y en a beaucoup, il y en a même énormément, puisque les Américains sont quand même le premier bailleur de l'Ukraine, sont ceux qui fournissent le plus d'équipements militaires et une aide militaire en fait vitale, hein, pour les Ukrainiens. Euh, Avant l'élection présidentielle, c'était lundi, mardi, enfin pendant que les gens votaient aux États-Unis, les Américains ont annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine, 425 millions de dollars, avec là encore des obus, des systèmes anti-chars, des véhicules blindés de transport de troupes Stryker, 200 à 250 véhicules blindés de transport de troupes Stryker,
des systèmes anti-aériens portatifs Stinger. Donc il y a quand même du matériel qui continue de partir. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que l'administration sortante fasse tout son possible pour écouler le plus possible cette aide militaire à l'Ukraine avant qu'elle passe la main à la nouvelle administration, puisque beaucoup à Washington, au sein de l'administration démocrate sortante, redoutent que Trump, à peine arrivé, commence par fermer le robinet, ne serait-ce que symboliquement pour comment dirais-je, se singulariser par rapport à Joe Biden, et voire revienne, dans la mesure du possible, sur ce qui avait été promis à l'Ukraine et qui ne lui a pas encore été livré, pour geler donc cette aide militaire, ce qui n'est pas à exclure, puisqu'on connaît quand même sa position plus que sceptique sur le soutien à l'Ukraine. Donc, il y a fort à parier que l'administration Biden essaye d'ici à janvier à transférer le plus possible de matériel militaire à l'Ukraine. Alors, le premier levier, donc, qui est quand même énorme, c'est cette aide militaire. C'est un levier sur l'Ukraine, mais ça peut être un levier sur la Russie. Et d'ailleurs, ça a été dit pendant la campagne, puisque Donald Trump avait expliqué qu'il commencerait par forcer les Ukrainiens à discuter avec la Russie, en mettant dans la balance, évidemment, cette aide militaire. Autrement dit, s'ils ne discutent pas avec les Russes, on coupe les vivres pour les forcer à discuter. Je rappelle que, en fonction des éléments que l'on prend en compte, selon les différentes analyses d'experts, aussi bien en Russie qu'en Occident, si le robinet américain est fermé, les capacités ukrainiennes à se défendre vont s'éteindre en l'espace de 2 à 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ils n'auront plus rien à tirer. Il y aura plus de véhicules, de pièces de rechange, etc. Et donc les choses peuvent évidemment aller assez vite. Le deuxième, mais ça peut être un levier sur les Russes, puisqu'il avait expliqué que si jamais les Russes, eux, ne voulaient pas discuter, alors à contrario, ils livreraient autant d'armes que le souhaiteraient les Ukrainiens, pour donc inciter les Russes à aller à la table des négociations. Quel crédit a apporté à ces déclarations? Évidemment, on n'en sait rien, hein, c'est Trump, hein, mais en tout cas, c'était une possibilité qui était évoquée. L'autre levier, évidemment, c'est l'assistance financière, qui elle aussi est quand même massive. Et comme je l'ai expliqué ensuite, comme levier sur les Russes, en théorie, il y a les sanctions, même si je doute qu'il soit, comment dirais-je, en état d'esprit de lever les sanctions pour les raisons que j'ai évoquées auparavant, hein. Il va se livrer à une guerre douanière, tarifaire, avec les Européens d'ailleurs aussi, mais avec les Chinois, pour vraiment doper, booster l'industrie américaine et le marché américain. Et donc lever des sanctions sur des entités russes industrielles ou énergétique ou autre, c'est finalement redonner les moyens à un concurrent, eh bien, de tailler des pierres éventuellement aux pétroliers, aux gaziers américains. Et donc, à mon avis, je ne le vois pas faire ça dans l'immédiat, à moins que ce soit l'objet d'un bras de fer, d'une négociation entre les Russes et les Américains. Mais bon, il y a des contreparties qui seront demandées en tout cas aux Russes pour que l'aide américaine cesse aussi aux Ukrainiens. C'est-à-dire que les Américains ne feront pas un geste de bonne volonté, gratuit, même si c'est éventuellement une promesse de campagne en creux hein, de Donald Trump. Il a dit d'arrêter les guerres du siècle d'avant, hein. Je crois que c'est son expression. Mais au-delà de ça, il y a évidemment là un enjeu énorme pour les Russes. C'est un levier énorme sur les Russes, aussi cette aide américaine, comme je l'ai dit. Et donc, il va exiger des contreparties de la part de Moscou. Donc, toutes ces contreparties, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est que les Russes sacrifient leurs relations avec la Chine? Est-ce que c'est le fait que les Russes jouent le jeu de la pression maximale contre l'Iran et donc sacrifient leurs relations avec les Iraniens dans cette idée de néo-containment de l'Iran, puisqu'on sait que ça fait partie comment dire, des sujets brûlants pour l'administration Trump, hein. Du Nord, est-ce qu'il va exiger des Russes qu'ils arrêtent tout avec les Nord-Coréens et reviennent au minimum au statu quo ante? Bref, il y a des contreparties qu'on peut tout à fait imaginer dans la tête des Américains. Et la question, c'est est-ce que les Russes sont prêts à accéder? Moi, j'en doute quand même. Mais voilà, j'ai fini de répondre à la question sur les leviers dont disposent les Américains. Voilà, donc en fait, ils sont des leviers relativement puissants, Ah oui. mais voilà, dont on ne sait pas s'ils seront utilisés ou pas. Voilà. Bah, ils seront utilisés. La question, c'est toujours pareil. C'est quelle est l'option retenue par les Américains? Quelle est l'approche du dossier et qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre dans la balance? On comprend que le gros morceau, c'est l'aide à l'Ukraine, qui est indispensable pour les Ukrainiens. Il ne faut pas se leurrer. Les Européens n'auront pas les moyens de compenser l'aide américaine. Ils pourront retarder, je dirais, l'échéance. Certains diront l'inévitable.
mais ils n'ont pas les moyens de compenser la masse de l'aide américaine, militaire, financière, ce qu'on veut. Et c'est aussi la façon dans laquelle les Russes reçoivent, enfin, la réceptivité des Russes à l'égard de ces propositions. Et une fois encore, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur le champ de bataille, il n'y a pas vraiment de raison, d'incitation à ce que les Russes se ruent à la table des négociations. Et alors, est-ce que du point de vue de Trump, il y a un risque politique à sembler abandonner les Ukrainiens, même si il semblerait que les républicains soient majoritairement plutôt hostiles à l'aide à l'Ukraine, mais est-ce que c'est une réalité? Ben, ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein du... Alors, je suis pas spécialiste de la politique américaine, mais ce que j'en comprends, et au fur et à mesure des lectures que j'ai pu avoir, des entretiens que j'ai pu avoir, il faut voir qu'au sein du Parti républicain, aujourd'hui, le courant trumpiste est extrêmement majoritaire. C'est-à-dire que l'ancienne aile républicaine, entre guillemets traditionnelle, est complètement marginalisée et que, il y a une nouvelle génération de leaders républicains qui est complètement trumpiste. Et pour ces gens-là, l'Ukraine, c'est vraiment pas le sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet de préoccupation qui est extrêmement secondaire. Et ça me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand j'étais à l'époque aux États-Unis, que je discutais avec d'anciens ambassadeurs américains à Kiev et ailleurs, quand il y avait la deuxième administration Obama, hein. Donc c'était vraiment une autre époque. Eux-mêmes, déjà à l'époque, me disaient d'un ton très dépité, faut bien que vous compreniez que Obama ça ne se préoccupe pas de ce qui se passe à Odessa, contrairement à Poutine. Et on était sous la deuxième administration Obama, on était en 2013, hein. Pour Trump, ce contraste est encore plus vrai. Il s'en contrefiche complètement de ce qui se passe à Odessa. Trump, c'est pas son sujet. Poutine s'en préoccupe quand même un peu plus. Et donc, deuxième élément, ce dossier ukrainien est devenu, comment dirais-je, une espèce de totem pour ces Trumpistes, puisque finalement, il fait partie de ces dossiers qui symbolisent, qui syncrétisent un peu toute la politique de l'administration Biden sortante. Et à la fois donc bon l'aide massive que j'ai évoquée qui part à l'étranger, donc c'est pas de l'argent qui reste pour les Américains, enfin tout ce qu'on peut voilà tout ce qu'on a entendu sur ce dossier-là de la part de Trump, de Vance, etc. depuis des mois. Et donc souvenez-vous lorsqu'il avait pris ses fonctions après Barack Obama en 2016, il avait commencé par détricoter tout ce qu'avait fait Obama. Il avait dissous le traité de libre-échange dans le Pacifique, hein, qui était un accomplissement d'Obama. Il était sorti du traité sur le nucléaire iranien. Donc il avait commencé par défaire tout ce qu'avait fait Obama pour marquer le coup symboliquement et donc revenir, enfin même plus que symboliquement, hein, sur ces grands dossiers, ces grands accomplissements de l'administration sortante. Donc effectivement, là, à ce compte-là, si jamais il reproduit ce même pattern, bah, il y a des chances que l'Ukraine soit effectivement fasse les frais hein, de cette approche de faisons table rase quelque part de l'administration sortante pour partir sur de nouvelles bases. Donc effectivement, pour répondre à ta question, oui, ça ne gênera pas grand monde, à mon avis, dans le camp républicain. Et maintenant, la question, c'est plutôt comment on fait. Et donc, ça revient à ce que je disais, dans quelle mesure les Russes, eux, abordent aussi ces discussions et qu'est-ce qu'on met sur la table. Parce que dans toute négociation, il faut que les deux parties mettent des choses sur la table. Bien, merci beaucoup. C'était effectivement le gros sujet du jour. Il te reste 10 minutes pour traiter le reste. Alors, le reste, ça va être un peu plus rapide parce que la semaine n'était pas très riche. Mais alors, du côté de l'économie, il y a eu quelques chiffres intéressants du côté du secteur automobile, puisqu'on a vu des statistiques publié de la part du ministère de l'Industrie et du Commerce. Alors pour le mois d'octobre, sur les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, véhicules neufs, hein. Ces ventes ont été multipliées par 1,5 sur le mois d'octobre, c'est-à-dire plus 50%, un peu plus que de plus 50%, en glissement annuel, avec environ 185 000 unités qui ont donc été vendues, ce qui est un nouveau record depuis 2014. Les ventes ont progressé, ces mêmes ventes ont progressé de 17% donc par rapport à septembre. Donc plus 50% par rapport à octobre 2023 et plus 17% par rapport à septembre 2024. Donc, qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit le fait que le secteur automobile est non seulement convalescent, mais qu'il s'extrait cette période de convalescence et qu'il est en pleine reprise.
il est en pleine reprise après presque 2 ans de marasme, d'abord de chute dramatique avec le départ des industriels historiques, enfin Renault, Naftovaz, les Allemands, les Japonais qui partent et qui bradent les usines, et l'arrivée donc des repreneurs chinois dans leur immense majorité, qui doivent remettre en route les chaînes, reconstituer la logistique, etc. Aujourd'hui, on est donc sur la phase de reprise de ce secteur. Alors, sachant que qui dit les ventes en hausse dit que les gens doivent souscrire à des crédits pour acheter les voitures, hein. Et donc, ça renvoie à un autre sujet qui est celui de l'endettement, d'une part, et d'autre part, celui du taux qui est appliqué à ces crédits, qui est un vrai sujet aujourd'hui, mais qui permet de soutenir cette reprise de l'industrie automobile. Et l'autre aspect du problème, c'est que encore aujourd'hui, les gens vont quand même payer lorsqu'ils ont souscrit le crédit. Donc laisse de côté l'aspect du taux, hein, mais payer encore un véhicule 20, 25, 30, parfois 35% plus cher que ce qu'ils auraient payé pour ce véhicule en 2022. Là, il faudra encore du temps pour que la production soit localisée pour certaines marques, et d'autre part, pour que les capacités de production de la marque sur le sol russe, comment dirais-je, soient suffisamment importantes pour pouvoir faire baisser ces prix, un petit peu ces prix à la vente qui restent encore quand même extrêmement chers par rapport à ce qu'on pouvait acheter en 2022, hein. Les recettes pétrogazières, dont on parle beaucoup, du budget fédéral, se sont élevées à 1200 milliards de roubles en octobre, ce qui représente une augmentation de 55% par rapport à septembre. En septembre, elles étaient autour de 770 milliards de roubles, hein. En revanche, une baisse substantielle, quand même de l'ordre de 25% par rapport à octobre de l'année dernière. Donc, plus 55% par rapport à septembre dernier. Par contre, par rapport à il y a un an, c'est moins 25%, puisqu'en octobre 2023, le budget fédéral avait perçu 1600 milliards de roubles de recettes pétrogazières. Du côté des visas des travailleurs étrangers, les autorités russes ont déclaré que, à ce jour, pour l'année en cours, pour les 9 premiers mois de l'année en cours, hein, 2024, 120 000 travailleurs étrangers avaient reçu des visas de travail de la part donc, des autorités russes, dont 35 000 VKS. Alors pour les VKS, donc les travailleurs hautement spécialisés, cela représente une augmentation de 55%, ce qui est quand même là aussi assez substantiel. Donc une hausse de ces nombres de visas délivrés qui s'explique par le fait qu'il y a une demande sur le marché russe, hein. Je rappelle que le chômage en Russie, c'est 2,4%, c'est-à-dire que c'est le plein emploi, qui manque des cadres, et que dans le même temps, on est dans un contexte où on raccompagne à la frontière beaucoup de migrants qui sont en situation illégale ou à peu près illégale, donc suite notamment aux événements de Crocus en mars dernier, hein, qui ont déclenché quand même une vague de reprise en main de ce secteur de l'immigration, de la question de l'immigration, hein, par les pouvoirs publics. Et donc, il y a des reconductions qui sont effectuées quand même assez régulièrement, et ce qui fait que ça enlève encore j'allais dire des bras, enfin des travailleurs, et qu'il faut donc réintégrer ces travailleurs sous une forme ou sous une autre, ce qui donne lieu probablement à une forme de régularisation entre guillemets des flux, puisque quand on voit des chiffres comme ça, plus 41% de travailleurs, enfin de visas pour les travailleurs étrangers, pour les VKS, c'est quand même un autre profil. On s'imagine bien qu'il y a probablement des flux, des vases communicants, et que il y a des situations qui sont probablement régularisées avec des visas qui sont délivrés pour que les gens puissent, comment dirais-je, travailler en bonne et due forme, en étant en règle par rapport à la loi. Ça, c'est la partie économie. Et je termine donc avec la partie politique et société. Alors là, pas grand-chose. Cette semaine, il y a eu le chef adjoint de la logistique de la Rosgvardia qui a été arrêté dimanche par le tribunal militaire de Moscou pour des prises de pots de vin. Donc là aussi, on voit la poursuite, j'allais dire, de l'opération main propre, mais cette fois-ci à la Rosgvardia, parce qu'on sait qu'au ministère de la Défense, il y a eu de très nombreuses arrestations ces derniers mois. On en a parlé largement avec Arnaud ici même. Là aussi pour des pots de vin, pour voilà, différentes affaires. Là, ce coup-ci, c'est donc la Rosgvardia qui est touchée avec quand même un haut gradé. Le vice-président de la Douma d'État, Monsieur Boris Tchernyshov, qui appartient au LDPR,
a suggéré encore une initiative assez originale, je dirais, d'organiser chaque mois une loterie à travers tout le pays parmi les nouveau-nés. Et les familles des tirés au sort, des nouveau-nés tirés au sort, eh bien, se verraient attribuer 10 appartements, 100 voitures et 1000 appareils électroménagers. Donc là, vous comprenez, l'idée, c'est d'inciter les gens à faire des enfants, puisque ensuite, si vous participez à cette loterie, tous les mois, potentiellement, vous pouvez gagner un appartement, une voiture ou un four, un micro-ondes, que sais-je. Là, ça fait partie des choses originales qu'on peut voir, des initiatives qui fleurissent. Alors parfois, c'est en région, là, c'est à la Douma, pour essayer de trouver des ressorts, hein, pour essayer de résoudre, en tout cas de contribuer à résoudre ce défi démographique. Voilà, je m'arrête là, Gilles, pour la partie économie et la partie politique. Merci. Alors, il me semblait que le speaker de la Douma s'était exprimé clairement en disant que il en avait un petit peu assez cette foire à la saucisse des idées farfelues. Est-ce que la dernière en fait pas partie? Bah, c'est des idées farfelues. Enfin, en soi, organiser une loterie, bon, ça va pas régler le problème de la démographie, hein. Bon, enfin, de même que la pénalisation de l'idéologie child-free ou des furries, enfin, vous savez, ces enfants, le fait que les enfants se déguisent en animaux et aillent se promener en animaux, d'ailleurs pas que les enfants, aussi certains adultes, dans la rue ou ailleurs, tout ceci ne va évidemment pas régler le fond du problème de la démographie, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on en parle en fait même depuis des semaines, hein, les taux d'emprunt prohibitifs pratiqués désormais par les banques russes pour l'accès au logement, les loyers qui explosent dans les grandes capitales de province et sans parler de Moscou, tout ceci, ce sont des facteurs qui sont de nature à retarder, euh, pour les jeunes couples hein, en âge d'avoir des enfants, de retarder la procréation, hein, parce que ils sont pas certains de pouvoir se loger dans des conditions normales parce qu'ils sont pas certains même de pouvoir s'acheter un véhicule. Quand on a un enfant, il faut plus de coffres, etc. Parce que ça coûte désormais 2-3 millions au lieu de coûter 1 million, 1,3 million de roubles hein, pour la voiture. Donc tout ceci, c'est vraiment des facteurs concrets qui font que ben, on retarde fait que les couples retardent l'arrivée de l'enfant. Donc, bon, la loterie, ça va à la marge, si vous voulez peut-être avoir un effet, mais c'est pas ça qui va résoudre évidemment le fond du problème. Au-delà de ça, il y a un phénomène de classe creuse dans lequel on est en plein dedans pour cette année, les années qui viennent en Russie, mais qui devrait se résorber à la fin de la décennie, à partir de 2029 ou 2030, je sais plus. On est censé sortir des classes creuses et on devrait remonter la pente au niveau démographique. Mais oui, et je pense qu'on va avoir d'autres initiatives farfelues, comme tu dis, Gilles, fleurir dans les semaines et les mois qui viennent, ouais, sur ce sujet, certainement. Alors, pour finir, deux questions rapides par rapport justement à ce que tu as dit. Euh, pour les voitures, est-ce qu'il y a une corrélation dans l'augmentation des ventes avec l'afflux d'argent dans les salaires liés à l'opération spéciale et à la production militaire? Ah oui, ça aide. C'est sûr que ça aide. Que les gens dans les provinces surtout, puisque c'est eux le gros du contingent, hein, que ça soit dans les usines du complexe militaro-industriel ou dans les rangs de l'armée russe, le gros du contingent vient des provinces. C'est eux qui perçoivent des primes d'embauche. Je rappelle que suivant le sujet de la fédération, les primes d'embauche, c'est jusqu'à 2 voire 3 millions de roubles, hein, tout compris. Quand vous prenez le pactole que vous touchez de la part de l'État fédéral, plus l'argent qui vous est donné au niveau régional, ça peut très vite aller chercher des sommes qui sont importantes en général, mais spécifiquement très importantes compte tenu du niveau des salaires dans les régions. Après, il y a tout le système des primes au sein par l'armée dans l'opération spéciale. Pour chaque kilomètre pris, vous touchez de l'argent. Si vous démolissez un tank, vous touchez de l'argent. Enfin voilà, il y a tout un système une grille entre guillemets de primes qui permet aussi, tant qu'on est en vie, de toucher de l'argent. Donc évidemment, tout ça, ça donne un pouvoir d'achat. Et donc oui, ça peut expliquer ce phénomène de reprise des ventes avec la réintroduction, la reprise des capacités de production de certaines usines après que les repreneurs chinois aient décidé de relancer les chaînes et que la logistique se soit reconstituée. Bon, enfin, cela dit, sur le prix des véhicules qui ont augmenté,
En France, autre contexte tout à fait différent, c'est pareil, hein, le prix des véhicules en France est désormais hallucinant par rapport à ce que ça a été il y a quelques années. Quand vous regardez les publicités en France, ils vous parlent plus du prix du véhicule final, ils vous parlent de ce qu'ils appellent le loyer que vous payez tous les mois pour votre véhicule, parce qu'on n'ose même plus dire aux gens que vous allez payer 45 000 euros un véhicule qui, il y a quelques années, valait peut-être 30 000. Donc, et que vous allez attendre 6 mois pour l'avoir en neuf, parce qu'il arrive de je ne sais où, de l'autre côté de la planète. Donc, il y a une tendance de toute façon qui est globale, mais il n'en demeure pas moins que oui, là spécifiquement, sur cette reprise-là, les salaires contribuent à cette reprise-là, à ces achats de véhicules. Ouais. Il faudra connaître en fait le nombre de véhicules achetés cash, parce que justement, ça contrebalance les fameux crédits Crédit, ouais. Ouais. inaccessibles. Alors, la dernière question, on finira là-dessus. Qui sont les VKS? Ils viennent d'où ces VKS? Parce Alors, qu'autant j'ai pas les la statistiques. main-d'œuvre, on voit bien, mais les Ouais. VKS, J'ai pas vraiment les statistiques, donc je peux pas dire si c'est Union européenne, enfin en gros Occident ou reste du monde. Mais on pourra regarder. Je vais voir si d'ailleurs ces statistiques sont disponibles, si elles sont ouvertes, si on a le profil par pays. Il doit rester évidemment, ne serait-ce que statistiquement, hein, quelques occidentaux, hein, c'est inévitable. Mais je pense que on a des spécialistes étrangers, peut-être des Indiens, des Chinois et des gens des pays peut-être du Moyen-Orient qui viennent pour travailler. Parce que il faut voir qui a, je disais tout à l'heure, pour l'automobile, les Chinois ont quand même bien repris en main le secteur. Mais il y a des investisseurs qui viennent d'Inde, des investisseurs qui viennent du Moyen-Orient. Donc là, ce sont des gens qui peut-être auront besoin de déployer quelques managers ou quelques salariés en Russie, et donc ça va être eux qui vont être, à mon avis, susceptibles d'être des VKS. Donc je ne serais pas surpris qu'on vous trouve voilà, des Indiens, des Émiriens, peut-être des Chinois et des Turcs, qui ont aussi beaucoup injecté dans l'économie russe, hein, en reprenant pour des bouchées de pain des actifs laissés par les Occidentaux. Bon, bah, il faut forcément du management, il faut des travailleurs qualifiés. Intuitivement, je dirais que c'est de ce côté-là qu'on va trouver le gros de la cohorte. merci beaucoup, Igor, pour toutes ces informations, comme toujours, très complètes et brillamment énoncées. On se retrouve la semaine prochaine pour le 219e briefing. Normalement, Arnaud sera là, donc tu auras peut-être un peu moins de travail. Voilà, on te le souhaite en tout cas. Voilà, et comme toujours, donc, bah, la CCI France-Suisse se tient à vos côtés. Tenez bon.